pense qu'il vaut mieux se taire que de chercher à donner des explications qui ne tiennent pas du tout. Deuxièmement, les forces armées de sécurité sont maximum 30 000, 40 000, 50 000 personnes. Les autres forces vives font quand même près de 20 millions de Maliens. Donc, toute proportion gardée, il n'y a pas de quota à donner par représentativité. Ce n'est pas très crédible, je dirais même que ce n'est pas sérieux. Troisièmement, le rôle des forces armées de sécurité, c'est de faire la guerre, c'est de libérer le pays, c'est de sécuriser les citoyens et leurs biens. C'est exiger que les autorités politiques mettent à leur disposition les moyens matériels et créent les conditions pour qu'ils puissent libérer le pays. C'est ce que l'ancien pouvoir n'a pas fait. Il a passé le temps à détourner tous les fonds alloués à l'armée. C'est ce qui a amené le peuple à se soulever. Le peuple ne s'est pas soulevé pour demander aux militaires de venir siéger dans les gouvernements et les institutions législatives. Donc je pense qu'il se trompe complètement du sens du combat des Maliens. Il est vrai que les militaires ont quelques prévenances. Et ça, je suis en position de les comprendre, même si je ne partage pas leur décision. C'est que dans leur idée, la faillite de l'État malien, c'est la classe politique qui a dirigé le Mali de 1991 à aujourd'hui. C'est un peu le discours ambiant qu'on entend, et même dans les milieux des militaires. Mais je dois les inviter, en tant que frères, à faire une bonne lecture de la situation politique. La déliquescence de l'armée n'est pas le fait de toute la classe politique, c'est le fait de ceux qui ont dirigé le Mali, les présidents de la République et les chefs militaires. Parce qu'il est important que les militaires comprennent que les questions de défense et de sécurité ne sont jamais discutées en Conseil des ministres. C'est des questions que le président règle directement avec les chefs militaires et à la limite avec son ministre de la Défense. Souvent même le Premier ministre est hors jeu. Donc, faire croire que c'est la classe politique qui est à la base de la déliquescence de l'armée de l'État, c'est une méconnaissance des raisons fondamentales de la faillite de l'État. La déliquescence de l'armée de l'État, c'est de la responsabilité des présidents de la République. La preuve, c'est que quand ils prêtent serment, ils ne viennent pas faire des promesses qu'ils vont faire des ponts, des routes, des centres de santé, donner de l'emploi. Ils prêtent serment sur la Constitution au moment de leur investiture, de préserver l'unité nationale, de préserver la souveraineté de l'État malien, de préserver la forme républicaine et laïque de l'État. C'est sur ça qu'ils jurent. Et donc, lorsque les présidents qui ont la principale responsabilité de préserver l'unité nationale et la souveraineté de l'État malien, qui sont les chefs suprêmes des armées, qui ne partagent le domaine de la défense avec personne, lorsque de par leur action, l'armée tombe en faillite, l'État tombe en faillite, on ne peut pas accuser toute la classe politique. Les deux principales forces du changement, c'est le M5 RFP qui a fait les 80% du travail et les forces armées de sécurité à travers le CNSP qui ont parachevé le travail de mobilisation populaire et patriotique comme ils l'ont reconnu dans leur communiqué à l'ORTM le 18 août et au rassemblement patriotique du M5 RFP le 21 août. Ces deux forces doivent nécessairement créer un cadre d'échange pour partager ensemble la vision de la transition. Deuxièmement, ces forces doivent se concerter pour donner un sens à la transition. L'ensemble des grands dossiers autour desquels le peuple s'est mobilisé pendant des mois pour faire chuter l'ancien régime doivent être mis sur la table. D'abord, ceux qui ont assassiné les Maliens les 10, 11, 12 juillet 2020 doivent être poursuivis et traduits, et leurs complices. Deuxièmement, il faut que les grands dossiers de corruption, notamment la grande corruption qui a gangréné et détruit notre armée, il faut que ces dossiers soient transmis à la justice. Il faut qu'enfin, on comprenne qu'on ne peut pas organiser des élections crédibles et transparentes en dehors de la classe politique. L'ensemble des réformes institutionnelles, constitutionnelles, les réformes politiques qu'il faut faire, il faut les faire sur la base d'un consensus national.
Aucune force seule ne peut les organiser, a fortiori une force qui va contre la principale force du changement qui est le M5 RFP. C'est une erreur, ceux qui les conseillent cela vont les induire en erreur. Vous avez ensuite l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, dont l'ensemble des forces politiques et sociales demandent la rélecture. La rélecture ne veut pas dire son rejet. Dans la rélecture, il faut clairement, comme le M5 l'a dit au mouvement signataire lorsque nous les avons rencontrés à plusieurs reprises, il faut se poser les questions, les bonnes questions. Pourquoi la mise en œuvre de l'accord est bloquée? Deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer la mise en œuvre de l'accord? Lorsqu'on répond à ces deux questions, on a résolu peut-être la moitié du problème. L'autre moitié, c'est quoi? C'est qu'après les réponses à ces questions, il faut s'interroger. Vous avez 4 données qui ne doivent pas être négociables. L'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble de son territoire, la forme républicaine et laïque de l'État malien. Une fois que ces 4 postulats sont reconnus par l'ensemble des partenaires, tout le reste peut se négocier de manière à faire en sorte que la relecture de l'accord ne soit pas vue comme quelque chose pour pénaliser les mouvements signataires ou pour donner raison au gouvernement, mais c'est pour permettre qu'il y ait une relecture intelligente et consensuelle qui nous permet d'abord de mettre en œuvre l'accord de façon intelligente, de façon à préserver l'intégrité du territoire, l'unité nationale, la forme républicaine de l'État et la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire. Voilà la vision que nous avons de ces questions. Et lorsque les militaires qui ont la réalité du pouvoir aujourd'hui et les gouvernements qu'ils ont mis en place comprendront ça, je pense qu'il n'y a pas de problème entre les M5 et pas entre eux et les autres forces vives de la nation qui aujourd'hui ont toutes annoncé leur disponibilité à travailler avec les nouvelles autorités. Mais lorsqu'ils s'installent, ils font ce qu'ils veulent, ils ne donnent pas l'espoir, ils vont en conflit avec l'ensemble des forces politiques, notamment la principale force du changement, avec les autres forces politiques et sociales, mais ils iront forcément dans une impasse. Et apparemment, ils sont dans cette logique. Moi, je les invite à en sortir, discuter avec la principale force du changement, le M5 RFP, discuter avec les forces politiques et sociales pour que notre pays prenne la voie de la paix et de la sécurité.